Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue et merci pour votre participation déjà nombreuse à cette édition 2022 de l'indice de perception de la corruption de Transparency International concernant l'année 2021. Transparency International a le plaisir d'accueillir pour cette présentation d'une heure Jimena Reyes, qui est experte des liens entre la corruption et les droits humains, responsable du Bureau des Amériques à la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. François Valérian, qui est administrateur de Transparency France et membre du conseil d'administration du mouvement Transparency International, lequel compte désormais plus de 130 sections dans le monde et dont l'objet d'étude et de mobilisation est la lutte contre la corruption. Pour ma part, je suis Laurence Fabre, membre de l'équipe de Transparency France, en charge de l'intégrité du secteur privé, de l'accompagnement des acteurs et responsable des programmes d'enseignement supérieur. Je vous précise que ce webinaire est enregistré, qu'il sera disponible sur notre site et sur nos réseaux très rapidement. Vos questions et observations peuvent être transmises dans la boîte de dialogue de la plateforme Zoom et nous réserverons 15 minutes de questions-réponses à la fin de l'intervention pour essayer d'aller un peu plus loin que la présentation que nous faisons aujourd'hui. Je précise enfin que cette présentation est complétée par deux dernières slides qui permettent de sourcer les travaux auxquels nous faisons référence et qui sont susceptibles de compléter utilement votre réflexion. Benjamin, qui est en charge de la communication de notre section française et supervise ce webinaire, se chargera de faire figurer dans la boîte de dialogue les liens utiles pour aller plus loin et nous permettre d'essayer de compléter utilement la présentation que nous faisons ce matin. Découvrons ensemble cet indice de perception de la corruption 2021. Vous le constatez d'un premier coup d'œil, cet indice de perception n'est pas fondamentalement différent de celui que vous avez connu les autres années. Et pour en permettre une analyse et une compréhension, je vous propose d'abord de commencer par un aspect très méthodologique de cet indice de perception de la corruption qui permettent d'en circonscrire au fond le périmètre et de mieux comprendre peut-être certains éléments qui peuvent apparaître comme au fond des incohérences, mais qui sont directement liés à la méthodologie dont il fait l'objet. D'abord, c'est un indice, je le rappelle, qui classe 180 pays, au fond, selon les territoires, selon le niveau de corruption perçu dans le secteur public. Et donc ça, c'est une première information qui est, me semble-t-il, essentielle, sur une échelle qui va de 0 fortement corrompu à 100 faiblement corrompu. Donc en fait, en rouge foncé, vous avez les pays qui sont fortement corrompus dans leur secteur public et en jaune pâle, les pays qui le sont beaucoup moins. Cet indice de perception de la corruption, il faut tout de suite dire qu'il n'est pas un sondage d'opinion, mais qu'il est une combinaison d'enquêtes et d'évaluations d'institutions dont nous verrons tout à l'heure ce qu'elles représentent. C'est un indice de perception qui a aussi, c'est très important, un périmètre tout à fait circonscrit à un certain type de comportement, puisqu'il inclut les pots de vin, le népotisme, la captation d'État, le détournement de la fonction publique à des fins privées. Alors, le népotisme, c'est au fond le fait que certaines personnes abusent de leur autorité pour procurer des avantages aux personnes de leur famille, de leur entourage. Et la captation d'État, ce que nous observons, c'est que dans les économies de transition, la corruption a pris au fond un nouvel aspect, celui d'oligarques qui manipulent l'élaboration des politiques et vont jusqu'à modeler les règles du jeu à leur avantage. Donc c'est, vous le voyez, et on y reviendra, un périmètre de comportement qui est particulièrement circonscrit par l'indice de perception de la corruption. Et enfin, c'est un indice de perception qui concerne le secteur
public. Et là encore, cet indice de perception, on y reviendra, ne concerne pas la relation privée-privée. Quelles sont, je le disais, les sources de cet indice? D'abord, c'est un indice qui est conçu pour être à la fois le plus fiable possible et le plus stable possible. L'objectif de cet IPC, c'est en effet de fournir une image plus fiable du niveau de corruption perçu dans le monde que le ferait l'une des 13 sources qui le composent. Les sources qui le composent proviennent d'institutions, et ces institutions sont tout à fait différentes, et cela permet aussi de mieux comprendre la façon dont cet indice de perception de la corruption fonctionne. Ce sont des indices d'institutions indépendantes qui sont spécialisées dans l'analyse de la gouvernance et du climat des affaires. Et ces indices, aucun de ces indices n'inclut les questions de blanchiment, de fraude fiscale, et je le disais tout à l'heure, de la relation privée-privée, c'est-à-dire de la relation d'une entreprise avec une autre entreprise, de la relation de ce qu'on appelle aujourd'hui les facilitateurs et les intermédiaires, sur lesquels Transparency s'intéresse beaucoup sur ces questions de corruption, notamment sur la corruption transnationale. Et ces sources, par ailleurs, individuellement prises, diffèrent par le nombre de pays qui sont couverts. Vous avez des indices qui couvrent à peu près 15 pays, puis vous avez d'autres indices qui sont utilisés pour composer l'indice de perception de la corruption, qui, eux, couvrent 180 pays, par exemple le Global Insight Country ou le Variety of Democracy, qui a été inclus pour la première fois en 2016. Et puis, ce sont des données qui sont publiées au cours des 2 années précédentes, ce qui permet là aussi d'avoir une actualisation de l'indice de perception. Ce qui est important, c'est que vous pouvez noter d'ores et déjà, c'est qu'il y a notamment des indices de la Banque mondiale, du Forum économique mondial, et ces indices, ensemble, vont former l'indice de perception de la corruption. Le principal avantage, et je le disais tout à l'heure, et la valeur ajoutée de cet indice de perception réside dans le fait qu'un indice qui agrège un ensemble de sources indépendantes qui mesurent le même concept est considéré comme plus fiable que chaque source précisément. Et prises séparément, et toutes les sources contribuent dans une plus ou moins large mesure à déterminer le classement de cet IPC de manière équilibrée. Ce qui est important de noter aussi, c'est que dans l'ensemble, le classement de l'IPC reflète avec précision quand les différences entre les pays sont significatives et quand elles ne le sont pas, et que même les différences significatives, là encore, nécessitent une interprétation fine de l'indice de perception pour en appréhender toute la portée. Je le disais, c'est un indice qui est aussi stable. Il est stable parce que d'abord, il a le mérite d'être publié depuis 25 ans chaque année. Et son système de calcul, il faut le savoir, a été affiné au fur et à mesure. Il est revu régulièrement pour garantir autant que possible sa robustesse et sa cohérence. Et en 2017, il l'a été par le Centre commun de recherche de la Commission européenne. Et Benjamin, bien évidemment, vous transmet tous les éléments qui sont détaillés dans le rapport que nous avons sur l'indice de perception de la corruption 2021. Ce qui est important, et peut-être pour en faire l'usage le plus pertinent, c'est de comprendre ce que l'indice du coût de perception ne pourra pas démontrer, ne pourra pas dire. D'abord, c'est un indice qui ne prend que très partiellement en compte la corruption transnationale. En effet, un cas de corruption internationale va impacter le pays dans lequel la corruption a eu lieu, s'il s'agit de corruption d'argent public étranger, mais n'impactera pas le pays d'origine du corrupteur. Donc, c'est un indice, en réalité, qui va mesurer la perception de la corruption concernant le corrompu, lorsque le corrompu appartient au secteur public.
Vous avez par exemple une affaire emblématique que nous avions déjà évoquée l'an dernier, mais elle est assez topique de ce que j'explique. Une filiale suédoise, on sait que la Suède est très bien classée dans l'indice de perception de la corruption, qui commet de la corruption à l'étranger, impactera l'indice de perception de la corruption dans le pays dans lequel la corruption est commise, en l'occurrence l'Ouzbékistan. Mais en revanche, ce scandale de corruption n'impactera pas l'indice de perception de la corruption de la Suède. Donc ça, c'est important aussi de bien le comprendre, et cela démontre en réalité qu'au fond, la lutte contre la corruption est avant tout une volonté politique. Vous avez certains pays qui sont très vigilants sur leur secteur public pour des raisons concernant la Suède, par exemple, liées à la liberté de la presse et à la transparence qui entoure tout ce qui concerne le secteur public, mais qui en revanche sont peut-être moins regardantes lorsqu'il s'agit de commettre de la corruption dans des pays étrangers. Ensuite, je le disais, il a un périmètre de comportement qui est très circonscrit, de sorte que l'indice de perception de la corruption ne s'intéresse pas aux flux financiers illicites, qui vont du coup ne pas affecter le classement du pays dans lesquels ces faits ont été commis. On pense par exemple au scandale de blanchiment de la Danske Bank au Danemark, qui n'affectera pas le classement du Danemark dans l'indice de perception de la corruption. Enfin, je le disais, c'est un indice qui s'intéresse à la corruption du secteur public d'un pays donné, qui ne couvre pas la corruption privée à l'intérieur d'un autre pays, puisqu'en réalité, l'indice de perception de la corruption, c'est la façon dont les investisseurs et les entreprises d'un pays perçoivent leur secteur public. Et donc, vous avez des scandales, là encore, qui concernent la relation privée-privée, qui n'affecteront pas le classement du pays dans l'indice de perception de la corruption. Enfin, et c'est important pour Transparency International et Transparency International France, cet indice ne dit rien des victimes de la corruption. Et vous savez que nous développons un plaidoyer sur cette thématique pour mieux intégrer, et nous le verrons avec Jimena, c'est aussi une préoccupation dans le cadre des droits humains, mieux intégrer les victimes de ce type de comportement dans les préoccupations du législateur. Voilà pour ces éléments. Je laisse maintenant la parole à François Valérian pour nous présenter l'indice de perception de la corruption 2021, à la fois dans sa dimension internationale et nationale, s'agissant du classement de la France. François, tu as la parole. Merci beaucoup, Laurence. Donc la carte, vous la situez bien. Je propose que nous passions à la planche suivante. Laurence, si on peut juste, comme c'est toi qui as la main, si tu peux passer à la planche suivante. Bon, peut-être une petite difficulté sur la présentation des planches. Laurence, je passe à la planche suivante, mais je n'ai pas l'impression que tu le vois. Non, mais si les gens le voient, c'est l'essentiel. Donc, je suis sur les constats globaux. Non, on ne le voit pas. Non, on ne le voit pas. Peut-être prendre 2 secondes pour essayer de régler ce point parce que... Peut-être repartager, sortir puis repartager. Est-ce que tu le vois ? Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup, Laurence et Benjamin. Donc un point que Jimena évoquera donc plus amplement, c'est le point de savoir quelle est la relation qui existe entre la lutte contre la corruption d'une part et la préservation de l'état de droit et des droits humains d'autre part. De manière générale, ce que nous constatons, c'est que dans l'ensemble, les pays qui
respectent le moins les droits humains, qui violent le plus les libertés civiles, sont aussi les pays qui, dans l'ensemble, sont les moins bien classés. Bon, ce qui est un constat qui se conçoit aisément, hein, que la corruption engendre des violations des droits humains, et à l'inverse, quand on viole les droits humains, il y a plus de facilité pour la corruption. Néanmoins, quand vous regarderez de manière plus approfondie cet indice, vous verrez qu'il y a aussi des régimes dictatoriaux, voire totalitaires, hein, qui sont des régimes qui ont des scores corrects dans l'indice de perception de la corruption. Je pense à la Chine, je pense au Qatar, donc à différents pays. Je crois que c'est une autre limitation qu'il faut bien avoir en tête de l'indice. Laurence a parlé de l'indice qui ne couvrait pas la corruption dans le secteur privé. L'indice ne capture pas non plus entièrement l'étendue de la corruption qui existe dans certains régimes qui prétendent lutter contre la corruption, mais qui en fait, en concentrant le pouvoir, concentrent aussi l'abus de pouvoir et concentrent la corruption. Cette corruption est concentrée, elle est donc davantage cachée, elle est moins perçue par l'indice. Il n'empêche que pour nous, pour Transparency International, prétendre lutter contre la corruption tout en persécutant la société civile, ce n'est évidemment pas soutenable et ce n'est pas une vraie lutte contre la corruption. Et on peut passer à la planche suivante, Laurence. Donc, les pays les mieux classés, je n'y reviens pas, tu les as bien évoqués, Laurence. Ce n'est pas parce qu'un pays est bien classé que son secteur privé est à l'abri de la corruption, comme l'ont illustré des scandales, notamment celui de la Danske Bank au Danemark. On peut passer là aussi. Donc, voilà, il y a un certain nombre de pays dans lesquels il n'y a quasiment plus d'État, qui sont évidemment en bas de l'échelle, d'autres qui ont des difficultés considérables. Heureusement, la France n'est pas dans ce cas-là, donc je propose que nous passions à la planche suivante sur laquelle je vais rester un peu davantage. Ce n'est pas parce qu'un pays a bonne réputation, ce n'est pas parce que c'est un pays du Nord ou de ce qui est assimilé au Nord, comme l'Australie, que ce pays est à l'abri d'une baisse dans l'indice de perception de la corruption. Et je voudrais là insister un peu sur trois pays, les trois pays qui sont en rouge sur la planche, qui ont beaucoup baissé ces dernières années et qui ont baissé parce qu'ils ont cessé de mettre l'éthique au cœur de l'exercice du pouvoir, voire ils ont mis l'absence d'éthique au cœur de l'exercice du pouvoir. C'était le cas avec le précédent président des États-Unis, sur lequel je ne reviens pas, mais qui très explicitement plaçait l'absence d'éthique au cœur de son exercice du pouvoir, qui pouvait dire en débat que, comme tout le monde, disait-il, il fraudait le fisc, il fraudait les lois. Le Canada, pays où le Premier ministre a beaucoup parlé de sa pratique de l'éthique et de l'importance de l'éthique et qui, en même temps, donc, a été mis en cause, lui et ses proches et sa famille, pour avoir profité donc, des subsides d'une association par ailleurs subventionnée par le gouvernement. Et puis l'Australie, qui est dont le gouvernement semble extrêmement réticent vis-à-vis de la lutte contre la corruption et se refuse toujours à créer une agence fédérale de lutte contre la corruption, alors que la France, je vous le rappelle, depuis 7 ans, a une agence française anticorruption. Nous allons avoir l'occasion d'y revenir. Bien, nous voyons l'évolution du score français depuis 15 ans. Et on voit que ce score était un très bon score, donc il y a 15 ans, et puis qu'il y a eu une baisse et que vers 2007-2008, et que cette baisse, eh bien, elle n'est pas encore rattrapée aujourd'hui. On est dans une espèce de stagnation plus que stabilité. Et la planche suivante le montre d'une certaine manière encore mieux avec le classement. Le classement, c'est important hein, parce que les gens des 8 instituts qui notent la France, évidemment, quand ils mettent des notes absolues, ils pensent aussi aux autres pays qu'ils notent. Et donc, ce classement est important. Et ce qu'on mesure ici, c'est que la France a été parmi les 20 premiers mondiaux de cet indice. Elle l'a été en 2005, en 2006, encore en 2007. Et puis, est arrivé les années 2008, 2011, 2012, où eh bien, il y a eu un certain nombre de faits préoccupants. Hein. Dès 2009, vous avez eu donc une tentative de nommer le fils du président de la République à la tête de l'établissement public d'aménagement de la Défense. Hein, Laurence parlait de népotisme dans son introduction
de l'exposé. Il y a eu aussi l'affaire des scandales, l'affaire des sondages de l'Élysée, hein, qui a éclaté à ce moment-là, donc qui a encore été jugée récemment. Donc, il y a eu une dégradation de la perception internationale de la manière dont la France mettait l'éthique au cœur de l'exercice du pouvoir. Et puis, il y a eu, d'une certaine manière, un point bas, qui est ici un point haut du classement, mais bon, quand on est haut dans les classements, c'est que la situation est mauvaise, avec l'affaire Cahuzac. Hein, donc, en 2014, donc au début du quinquennat suivant, hein, donc avec un ministre de l'économie et des finances qui avait placé des millions en Suisse, puis à Singapour, sans dire, en le niant de la représentation nationale. Tout le monde a en tête cette affaire qui a déclenché une prise de conscience. Et sur la fin donc, du quinquennat précédent, a engendré la création d'un certain nombre d'institutions anticorruption, la Haute Autorité de transparence de la vie publique, le Parquet national financier, l'Agence française anticorruption, et puis la loi Sapin 2. Et ce que nous constatons, c'est que ces grandes promesses, ces grands espoirs qui avaient été suscités dans les années 2015-2016, eh bien, n'ont pas tant que cela été suivis d'effets, qu'on est dans une stagnation de notre score. Alors, si nous passons à la planche suivante, Laurence, certes, il y a des avancées, il y a une plus grande régulation du lobbying, il y a des sanctions plus lourdes des tribunaux, avec notamment des peines de prison qui sont prononcées. Donc ça, c'est chose importante parce que les sanctions individuelles, eh bien, ça compte, hein, malheureusement, ça compte beaucoup et c'est quelque chose qui reste dissuasif. C'est sans doute la chose la plus dissuasive. Néanmoins, il y a eh bien, des choses qui ne progressent pas et donc on va passer à la planche suivante. Donc, les plans de prévention ne sont pas encore obligatoires dans le secteur public. Les décrets d'application de la loi sur la transparence du lobbying doivent être améliorés, notamment en ce qu'ils ne permettent pas encore de bien tracer la relation entre les lobbyistes et les décideurs publics. Il y a un trop faible développement de l'open data des données et cette question de l'open data est centrale et c'est une question centrale pour tout notre mouvement et ça a été encore illustré par la crise sanitaire avec la très grande augmentation des achats publics partout dans le monde pour lutter contre la maladie, ce qui est très bien, ce qu'on ne nous contestons absolument pas. Mais précisément, l'open data aurait permis de mettre en ligne très vite et de manière très ouverte tous les contrats conclus dans un premier temps pour des médicaments, pour lutter contre la maladie, ensuite pour des vaccins, pour des tests, cela dans le monde et cela en France. Ça, ce n'est pas encore développé. Et puis, il y a des points qui sont d'une certaine manière, non, si on pouvait éventuellement rester sur la slide précédente, en fait, la slide sur laquelle j'étais avant que nous voyions le visage de notre président mondial, voilà, sur cette slide. En fait, au-delà des insuffisances, ce qui nous préoccupe, c'est que manifestement, le gouvernement, c'est ce gouvernement-ci, mais c'était les gouvernements précédents, eh bien, n'a pas mis l'éthique au cœur de sa pratique gouvernementale. Là, nous voulons en voir deux illustrations. La première, c'est que le gouvernement actuel, enfin sous le quinquennat actuel, a innové d'une certaine manière par rapport à une pratique qui avait été constante depuis le début des années 90 et qui était que tout ministre mis en examen devait démissionner. Et cela, c'est une pratique qui nous semblait extrêmement positive et favorable à la prise en compte de l'éthique dans la pratique gouvernementale. On nous oppose la présomption d'innocence, mais à la présomption d'innocence, nous ajoutons la présomption d'exemplarité. C'est-à-dire que dans une république exemplaire et au sein d'un gouvernement, et particulièrement dans un pays comme la France où il y a autant de défiance vis-à-vis de la puissance publique et vis-à-vis de tout ce qui a autorité, eh bien, il doit y avoir exemplarité. Et donc, le fait qu'un garde des Sceaux, mis en examen pour prise illégale d'intérêt, soit toujours garde des Sceaux, qu'un président de l'Assemblée nationale, mis en examen pour prise illégale d'intérêt, soit toujours président de l'Assemblée nationale, qu'il ait fallu attendre la condamnation d'un ministre pour déclaration
incomplète ou mensongère auprès de cette haute autorité de la transparence de la vie publique qui avait été une des créations du quinquennat précédent, attendre qu'il soit condamné pour qu'enfin il démissionne, ce qui est arrivé donc avec le ministre des PME, eh bien, tout cela ne donne pas le signal que la France met l'éthique au cœur de sa pratique gouvernementale. Et deuxième illustration que je voudrais faire, c'est celle concernant le parquet national financier, autre création de la fin du quinquennat précédent. Donc, le parquet national financier, c'est important d'avoir des chiffres en tête. Il y a en gros 600 affaires qui sont en cours devant ce parquet. Et il y a 18 magistrats en place pour 600 affaires. Donc, si vous faites le calcul, si vous faites une division, si vous divisez 600 par 18, eh bien, vous obtenez 33. Cela veut dire que chaque magistrat est censé travailler sur 33 affaires en parallèle. C'est évidemment impossible. Donc, on ne donne pas au parquet national financier les moyens de son action. Et on donne d'autant moins les moyens de cette action que la loi qui a été adoptée à la toute fin du mois dernier, de l'an dernier, portée d'ailleurs par le garde des Sceaux que j'évoquais à l'instant, la loi censée renforcer la confiance des citoyens dans l'institution judiciaire, eh bien, raccourcit la durée des enquêtes préliminaires pour les délits financiers, ces délits financiers qui nécessitent de longues enquêtes préliminaires. Au sein du parquet national financier, il y a la moitié des dossiers qui nécessitent plus de 3 ans d'enquête préliminaire, d'autant plus qu'il y a de faibles moyens pour les traiter et désormais eh bien, ne pourront pas excéder 3 ans. Donc, ce sont des signaux préoccupants et ce sont des choses sur lesquelles nous allons interroger les candidates et les candidats à la présidentielle, de manière à ce qu'ils se positionnent et qu'ils se positionnent au cours de cette campagne sur le fait de situer l'éthique au cœur de leur pratique du pouvoir. Donc, on peut passer, et j'en ai presque fini avec mon morceau parce que je voudrais laisser la parole à notre amie Jimena. Donc, passons cette citation de notre présidente mondiale. Si tu veux bien, Laurence. Et voilà, donc ce que je propose, c'est que le lien entre la corruption et les droits humains soit traité par Jimena et que donc Laurence ou Jimena, vous puissiez reprendre le relais à ce stade, pour que nous gardions aussi du temps pour les questions. Merci François. Avant de donner la parole à Jimena pour son intervention, peut-être indiquer un mot des raisons pour lesquelles nous avons choisi cette année de traiter l'indice de perception de la corruption sous l'angle des droits humains. D'abord, le mouvement Transparency International s'y est engagé dans sa stratégie 2020-2030, engagé parce qu'il nous faut prendre en compte ses préoccupations et en même temps les préoccupations aussi relatives à l'état de droit, à la place de la société civile, que la crise sanitaire n'a pas épargné. Cela s'est traduit par une résolution du mouvement qui a été votée au mois de novembre dernier, au terme de laquelle Transparency a exhorté les gouvernements à lutter contre la corruption, mais contre la corruption aussi comme moyen de lutter contre la violation des droits humains. Et cette réflexion, d'ailleurs, est partagée par un bon nombre d'acteurs internationaux qui se sont révélés, qui ont révélé, au fond, les nécessaires passerelles entre les droits humains et la lutte contre la corruption qui étaient auparavant travaillé en silo. Donc, c'est dans ce en France, vous le savez, le devoir de vigilance est sous les feux de l'actualité. Et c'est dans ce contexte qu'il nous a paru tout à fait nécessaire et intéressant de venir vers vous sous cet angle de réflexion. Et je laisse pour ce faire la parole à Jimena, experte sur le sujet. Jimena, tu as la parole. Merci beaucoup, Laurence, et merci beaucoup à Transparency International France de nous inviter, la FIDH, à participer du lancement de l'IPC de cette année. Moi, ce que je voudrais faire pour évoquer ce lien, l'impact qu'a la corruption sur les droits humains, c'est d'abord faire un bref historique de la reconnaissance de ce lien entre corruption et droits humains, puis donner quelques exemples et enfin évoquer la question de l'évaluation des risques de violation des droits de l'homme et de corruption. Donc, sur
le lien, il faut dire que le droit international, mais aussi les mouvements de lutte contre la corruption et pour la protection des droits de l'homme, on a longtemps, comme disait Laurence, évolué en silo. Et si on revient un peu en arrière, je pense que c'est intéressant de souligner qu'au moment où on ratifiait les conventions, les principaux traités sur la protection des droits humains, le pacte des droits civils et politiques et le pacte des droits socio-économiques et culturels dans les années 60, bien la communauté internationale, dans sa grande majorité, voyait la corruption comme un phénomène inévitable, voire utile. J'aime beaucoup cette citation de Samuel Huntington de 68 que je vais vous lire. En termes de croissance économique, la seule chose qui est pire qu'une société avec une bureaucratie rigide, trop centralisée et malhonnête est une société avec une bureaucratie rigide, trop centralisée et honnête. Une certaine dose de corruption constitue un levier pour la modernisation. Heureusement, cette tendance va s'inverser, notamment grâce au travail de Transparency International à partir des années 90. Mais malgré la ratification de différentes conventions de lutte contre la corruption, dont celle des Nations Unies en 2005 par pratiquement tous les pays du monde, il va falloir attendre 2015 pour que, de manière claire, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies reconnaisse que la corruption peut être le fait générateur de violations de droits humains et peut engager la responsabilité des États. Et c'est un peu dans cette suite que, comme disait Laurence, nous aussi, la FIDH, nous avons une résolution qui souligne, qui a été votée au niveau du Congrès, de l'Assemblée générale de tous nos membres, ce lien entre corruption et droits de l'homme et l'importance de travailler à faire ce pont. Et c'est dans ce cadre-là que Transparency et la FIDH, on cherche à construire des ponts aussi pour réduire la fragmentation du droit international, avec d'un côté un droit international des droits de l'homme et d'un autre un droit international de la lutte contre la corruption. On peut passer à la prochaine slide. Et donc, quelques exemples de cet impact négatif qu'a la corruption sur les droits humains, aussi en lien avec des pays dont on voit la détérioration dans l'IPC. D'abord, la question du détournement d'argent au sein de l'État. À travers, comme le disait François, des réseaux de plus en plus organisés de corruption. Ce détournement d'argent est une des explications de l'appauvrissement de ces mêmes États et de leur impossibilité donc à répondre à leurs obligations en termes de droits de l'homme et en particulier en termes de droits socio-économiques et culturels. On a l'exemple du Venezuela qui, depuis 2017, est dans une crise humanitaire avec une situation dramatique en termes, par exemple, de droit à l'alimentation. Et on sait maintenant qu'il y a un réseau très structuré de toute la chaîne de distribution alimentaire, un réseau de corruption qui est venu s'enrichir sur le dos de la population et qui explique aussi ce recul et cette crise alimentaire que vit le Venezuela. Un autre domaine où les liens sont très évidents et où l'impact est très évident, c'est le fonctionnement des institutions démocratiques, et notamment les piliers que constituent un système judiciaire indépendant, des élections libres et équitables et le monopole de l'État sur la violence. Ces dernières années, on a aussi vu cette détérioration de ces piliers, de ces fondamentaux, y compris en Europe. Et on a, par exemple, en Pologne, en parallèle, et là aussi l'indice est en détérioration, la Cour de justice de l'Union européenne qui sanctionne la Pologne pour ses violations à l'indépendance de la justice, et puis des scandales qui viennent montrer le népotisme du PiS, comme le scandale autour du personnage de Daniel Obszczynski. C'est la même chose avec la Hongrie. Et ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, l'Union européenne s'est dotée d'un règlement justement qui vient conditionner l'octroi de financement de l'Union européenne
aux 27 à un respect de l'état de droit et qui, dans sa définition de l'analyse de cet état de droit, fait justement le lien avec des faits de corruption, notamment dans la gestion de financement européen. Ça n'a évidemment pas plu à la Pologne et à la Hongrie. Un troisième exemple, et je vais parler du Honduras, mais on pourrait parler de beaucoup d'autres pays qui est aussi un espace où il y a de fortes tensions, c'est la question du territoire et la question des concessions, et notamment des concessions extractives. Et typiquement, quand on a des pots de vin, pour l'octroi de ces concessions, elles sont souvent octroyées dans ce contexte de corruption à des entreprises qui ne respectent pas les standards environnementaux et de droits sociaux. Et je voulais vous donner l'exemple du Honduras, parce que c'est un pays sur lequel, une situation sur laquelle on travaille, où en 2016, une défenseuse fantastique avec qui on travaillait, Berta Cáceres, a été assassinée parce qu'elle dénonçait la corruption qui avait eu lieu dans le cadre d'une concession pour une centrale hydroélectrique sur le territoire de sa communauté, la communauté des autochtones Lenca. Il y a maintenant eu un procès pour les auteurs matériels de cet assassinat et on sait qu'il était commandité par l'entreprise. Mais il y a aussi un procès sur la question de la corruption dans cette concession et la Cour suprême du Honduras a donné raison à la communauté Lenca et aux arguments qu'on avait soumis dans un amicus en disant que la communauté Lenca pouvait être partie civile à ce procès de corruption parce que la corruption avait été le fait générateur de violations graves à leur territoire et aussi de la mort de Berta Cáceres. Peut-être on peut passer au prochain slide. Et donc, pour d'autres exemples, oui, peut-être avant de vous dire pour d'autres exemples, ce rapport de 2015 du Conseil des droits de l'homme mentionne pratiquement tous les droits civils et politiques et socio-économiques et culturels et des exemples de liens et d'impact négatif de la corruption sur les droits humains. Et puis, il y a aussi un rapport de l'année dernière du groupe de travail sur entreprises et droits de l'homme des Nations Unies qui prend par catégorie économique et donne aussi des exemples de ce lien entre violation des droits de l'homme et corruption. Mais pour passer au troisième thème que je voulais évoquer, c'est qu'on est au début notamment d'un travail sur la méthodologie d'évaluation de ce lien et aussi d'évaluation des risques de corruption et de violation des droits de l'homme par différentes parties prenantes. Et donc, je voulais mentionner quelques exemples de ces parties prenantes et de l'évolution qui est en cours. Donc, on a d'abord les juges, et j'en parlais tout à l'heure. Il y a clairement, on voit que les cours régionales, interaméricaines, européennes, africaines, sont dans les prémices d'une jurisprudence qui va viser à engager la responsabilité de l'État pour des faits de corruption, souvent pour la violation de son obligation à prévenir les faits de corruption. Et là, on a des juges qui vont devoir se poser la question de l'évaluation des risques que devait faire l'État et de si cette obligation de prévenir a été respectée ou pas. Et donc, vous voyez tout de suite le parallèle avec la vigilance, l'obligation de vigilance. On a aussi les juges qui vont donner une visibilité aux victimes. Je parlais du Honduras. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette jurisprudence qui commence à naître au niveau national, où on donne plus de place aux victimes, on a donc la focale judiciaire qui avant se centrait sur l'impact pour les États de la corruption vers l'humain, vers les victimes, et d'où tout un travail sur l'évaluation de cet impact. Et puis, ensuite, on a également pour les parties prenantes que sont les entreprises, la question du devoir de vigilance. Et par exemple, en France, il y a
donc récemment la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, avec l'obligation d'élaborer un plan qui comporte des mesures de vigilance raisonnables, propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains, les libertés fondamentales, la santé, la sécurité des personnes et l'environnement. Et puis parallèlement, ou avant d'ailleurs, on a la loi Sapin 2, la loi relative à la transparence et la lutte contre la corruption, qui exige également la mise en place d'une cartographie des risques de corruption, en plus d'un mécanisme d'alerte pour les lanceurs d'alerte. Et évidemment, du point de vue de l'entreprise, il y a une certaine logique à inclure les deux obligations de cartographie dans une même démarche d'analyse des risques. Et on est à une époque d'élaboration, peut-être encore en friche, pour élaborer ces méthodologies d'évaluation et puis donner à ces lois et à ces obligations un contenu efficace. Et ça va, c'est la France, mais comme vous le savez, il y a d'autres pays européens qui ont voté des lois nationales, notamment l'Allemagne. Et puis, on attend dans quelques semaines le projet, la première mouture du projet de la future directive sur le devoir de vigilance. Et depuis la société civile, y compris à Transparency, on a demandé justement que ce devoir de vigilance inclut aussi non seulement les droits humains, mais aussi la question des risques de corruption. On va voir le projet de l'Union européenne, mais ces devoirs de vigilance reposent tous deux sur les principes directeurs des Nations Unies qui ont été votés sur la question des entreprises et des droits humains, avec le triptyque protéger, respecter, réparer. Et donc, l'obligation de protéger de l'État vis-à-vis des citoyens pour les violations commises par les entreprises, mais l'obligation aussi des entreprises de respecter les droits humains avec une évaluation des risques, une approche sur cette évaluation des risques. Et donc là, on a encore ce lien entre corruption et droits de l'homme. Très rapidement, parce que je pense que c'est important qu'on ait du temps pour les questions, il y a aussi ce lien et cette concomitance apparaît également dans le régime des sanctions européens. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a tout un débat au niveau européen pour voir si on fait comme les Américains, qui incluent non seulement les violations aux fondamentaux de l'État de droit et aux graves violations de droits de l'homme, mais aussi les questions de corruption. Et de la même manière, dans les accords commerciaux, on voit qu'en plus des droits sociaux, environnementaux, de la clause droits de l'homme, depuis notamment la négociation avec le Mexique, on a tout un chapitre sur la question de la corruption et on a des régimes parallèles. Et tout cela se parle. Et pour finir, évidemment, l'indice de perception de la corruption constitue un instrument important pour cette évaluation des risques pays en termes de corruption. Voilà, je m'arrête là peut-être. Merci. Merci beaucoup, Jimena, pour cet éclairage. J'indique que nous restons maintenant à la disposition de notre auditoire pour prendre quelques questions et essayer d'y répondre. Et voici les 2 slides dont je parlais en introduction concernant les travaux menés par Transparency et qui sourcent les éléments de présentation que nous avons proposés ce matin. Je te laisse peut-être la parole, Benjamin, si tu as quelques questions enregistrées d'ores et déjà. Nous en avons 3. Elles sont, alors, vous avez tous la possibilité de les voir dans le chat, je vais vous les transmettre à l'oral. Natacha Le Solier nous demande s'il existe des études au niveau mondial ou au niveau de certains pays sur le niveau de corruption privée, dont on a expliqué qu'il n'était pas pris en compte dans notre IPC. Sur ce point, Laurence ou François peut-être? Laurence, vas-y sur ce que tu présentes à l'écran d'ailleurs. L'une des grandes difficultés, justement, c'est de pouvoir mesurer aujourd'hui la corruption dans le secteur privé. Le fait est qu'il n'y a peu de choses. Nous sommes toujours sollicités pour que le mouvement se mette à publier un indice sur la corruption dans le secteur privé. Mais en l'état, ce n'est pas le cas. Nous avons un baromètre de la corruption qui fait état de l'opinion d'un certain nombre de personnes sur les questions de corruption.
Mais il est vrai, et Natacha a raison de le pointer, la corruption privée-privée est peu étudiée. On peut dire cependant, Laurence, que nous avons ce rapport Exporting Corruption que tu as indiqué, qui essaye de mesurer la corruption exercée par les entreprises privées à l'étranger, donc en essayant de corrompre des décideurs publics. Et donc là, c'est vraiment, on voit les choses du côté du privé et des pays qui sont les hôtes de ces entreprises privées et qui mettent plus ou moins bien ou plus ou moins mal en œuvre la Convention anticorruption de l'OCDE. Tout à fait, c'était effectivement un rapport qui est publié tous les 2 ans par le mouvement et auquel contribuent les sections et auquel la section française a contribué l'année dernière. Et c'est un rapport qui se propose d'évaluer la mise en œuvre de la corruption, de la convention de l'OCDE sur la corruption d'agents publics étrangers en relation avec la part que représente le pays dans les exportations mondiales. Donc, on est toujours évidemment sur de la corruption d'agents publics étrangers, mais cela permet aussi d'obtenir un certain nombre de données par pays sur les entreprises qui sont à l'origine, on va dire, de la corruption et de rapporter cela à la part que représente chacun des pays. Et on s'aperçoit assez clairement qu'effectivement, 2 très grands pays comme l'Inde et la Chine, qui ne sont pas des pays, sont des pays qui n'ont absolument, malgré ce qu'a fait la Chine récemment, enfin, dans une autre perspective que la réelle lutte contre la corruption, ainsi que le disait François, qui représente 36% des exportations mondiales, ne dispose d'aucune législation réelle pour lutter contre la corruption. Alors, merci Laurence. On va prendre une autre question suivante. Alors, on y a répondu, François, il a répondu partiellement dans le chat. Je la repose quand même pour tout le monde. C'est une question de Mathieu Chevalier. L'Union européenne n'étant pas un pays, elle ne semble pas apparaître en tant qu'entité. Pourtant, il existe beaucoup de conflits d'intérêts, népotisme, collusion, etc. dans son fonctionnement. Son IPC est-elle pris en compte ou est-elle diluée et répartie sur les 27 pays? Il serait intéressant de la faire apparaître afin de renforcer le plaidoyer de transparence à son encontre. François, je pense que c'est pour toi. Oui, écoute, merci beaucoup, Mathieu. C'est une question très importante. Et d'ailleurs, c'est une question que j'aurais envie d'élargir un petit peu. C'est le problème de toutes les institutions internationales. C'est-à-dire que quand vous avez des institutions internationales, le système onusien en est un exemple, mais aussi éventuellement la Banque mondiale. Il y a d'ailleurs eu un scandale récent touchant la Banque mondiale et touchant à un indice publié par la Banque mondiale, donc le Doing Business. Il y a eu l'exemple très important et qu'on a tous en tête de la FIFA. Donc, quand vous avez des organismes qui dépendent de plein de gens, en fait, la tendance de ces organismes est à ne dépendre d'aucune personne en particulier. Donc, ces organismes sont assez libres et il y a des gens à l'intérieur de ces organismes qui s'y sentent particulièrement libres. Donc, c'est vraiment pour nous un élément de vigilance important et en même temps, c'est difficile et en effet, ce n'est pas capturé par l'indice de perception de la corruption puisqu'on est pays par pays, donc ce n'est pas capturé, ce n'est pas non plus réparti entre les différents pays de l'Union européenne. Par contre, donc, comme je le disais dans le chat, c'est une question que nous suivons sur l'Union européenne. Donc, nous avons un bureau à Bruxelles, qui est un bureau très actif. Donc, je vous ai mis le lien. Vous pourrez aussi aller voir le site à partir de ce lien. Mais j'ai mis le lien sur la page qui concerne les publications sur l'intégrité des institutions européennes, lobbyisme, etc. Donc c'est un sujet important et c'est peut-être un sujet de réflexion de nos indices, certainement en tout cas, d'arriver à mieux capturer non seulement ces institutions européennes, mais de manière générale, les institutions interétatiques ou internationales. J'évoquais la FIFA. Merci François. Une question suivante, elle est posée par Luc Allot. Alors, qui fait référence à un sondage publié ces derniers jours qui classe les préoccupations des Français à l'heure de cette campagne présidentielle et la corruption et les droits humains sont absents de cette liste. Et Luc demande si on a une idée de la place de ces sujets et de l'évolution de cette place dans le cœur des Français ou des Européens
et dans les micros, les stylos des acteurs, médias, analystes politiques. En gros, on est sur la place et l'importance accordée par la corruption et les droits humains chez les citoyens et chez les électeurs. Alors, je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Moi j'aurais un élément juste à donner. On le regrette, mais pour le moment, les questions de corruption, prévention, détection, sanction, les atteintes à la probité et les atteintes aux droits humains sont complètement absents de la campagne ou de la pré-campagne. Par contre, on a un certain nombre d'indicateurs qui nous sont donnés régulièrement, notamment par le baromètre Cevipof, notamment qui donne des indicateurs de confiance des Français dans les institutions, dans les personnalités politiques, et qui mettent en évidence notamment que je crois, sur le dernier baromètre, que les 2/3 d'entre eux considèrent leurs élus et leurs responsables politiques comme corrompus. Donc, ce qui montre que ces considérations et la question de corrompus ou non reste assez déterminante dans le rapport que peuvent avoir les Français dans leur politique. Après, est-ce que les politiques accordent à la lutte contre la corruption et aux atteintes les problèmes que posent les atteintes à la probité dans le débat public et proposent des solutions et des politiques publiques ambitieuses, durables et cohérentes sur ces sujets? On ne peut que regretter que ce ne soit pas le cas. Si quelqu'un veut rebondir sur cette question précise? Oui, Benjamin, je crois qu'effectivement, on a une situation, cette question de Luc est très importante, c'est-à-dire qu'on a une situation caractérisée par une certaine forme de fatalisme. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a vu qu'il y avait un certain nombre d'institutions, de réformes donc, qui étaient faites, et puis qu'ensuite, la mise en œuvre, on n'a pas l'impression effectivement qu'il y ait une forte mobilisation du pouvoir et des politiques derrière tout cela, eh bien, il y a énormément de défiance, comme tu le disais, il y a du fatalisme, et notre diagnostic à nous, c'est que ce n'est pas sur du fatalisme et sur de la défiance qu'on fait marcher une république. Et c'est ça le point, c'est-à-dire que si les Français ne se préoccupent pas, selon certains sondages, c'est aussi peut-être parce qu'ils ont le sentiment, oui, que tout le monde s'en fiche au sein des hommes politiques, donc on ne va peut-être pas y penser, puisque même n'en parle pas, comme le disait Benjamin. Mais pour nous, ce n'est pas du tout un système soutenable, ce n'est pas quelque chose de durable et on va vers de très grosses difficultés, vers des mécontentements importants, vers des gens qui se sentiront de plus en plus à l'écart de la République et de la vie collective, précisément parce qu'ils auront le sentiment que cette République fonctionne pour l'intérêt de certains et non pas pour l'intérêt de tous et de la collectivité. Très rapidement, on peut peut-être aussi dire néanmoins que la sévérité récente des sanctions judiciaires qui ont été prononcées, concernant notamment la relation publique-privée, puisqu'aujourd'hui on voit bien que la délinquance économique et financière est sanctionnée de manière beaucoup plus dure qu'elle ne l'était, ne serait-ce qu'il y a quelques années. Et ce sont aujourd'hui des peines de prison ferme qui sont prononcées dans ce type de dossier et traduit. On peut quand même y voir la traduction d'une volonté de la société, d'une tolérance de la société vis-à-vis d'un certain nombre de comportements qui est désormais beaucoup plus faible qu'elle ne l'a été durant de nombreuses années. Je crois que cet éclairage judiciaire permet aussi de montrer que la préoccupation quand même des Français, qui est traduite aussi par les décisions de justice, place la probité dans la relation publique-privée comme un élément essentiel de leur confiance. Merci Laurence. On va enchaîner avec une question qui est posée par Diallo Abdul Malik et qui traite des renversements de pouvoir en Afrique et qui notamment évoquent et prennent pour justification la corruption et la malgouvernance pour justifier leur prise de pouvoir et qui, pour certains, ou bien peinent à produire des résultats à court et moyen terme en matière de lutte contre la corruption, voire même mettre en place des pratiques de corruption équivalentes ou pires que les régimes qui ont été renversés. Donc, je pense que là, on est sur la question de l'instrumentalisation de la lutte contre la corruption
au niveau international pour justifier Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Excusez-moi. Donc, c'était une question sur l'instrumentalisation de la corruption dans certains pays pour justifier des coups d'État ou des atteintes aux libertés publiques. Oui, si vous voulez, je peux dire un mot là-dessus, mais très vite. Je pense que Transparency, comme la FIDH, dénonce l'instrumentalisation qui peut être faite de la question de la corruption à des fins de coup d'État. Mais c'est aussi emblématique d'une situation qu'on voit de plus en plus fortement dans de nombreux continents, qui est la capture, mais vraiment la capture par les élites kleptocratiques de l'État, des différentes structures étatiques à travers la corruption pour s'enrichir. Et ça crée des situations de population désespérée, mais ça ne justifie en rien des coups d'État qui, bien souvent, effectivement, terminent par des régimes similaires. Merci, Rimena. Nous avons une autre question de Natacha Le Cellier. Alors, comment pensez-vous que les futures directives sur le devoir de vigilance en matière des droits environnementaux et humains dans les chaînes de valeur et sur le reporting extra-financier pourraient faire évoluer les choses, non seulement au niveau des droits humains, mais aussi en matière de corruption? Alors, qui peut répondre à cette question? Vas-y, François. Allez-y, Rimena. Non, allez-y. Donc comment ça pourrait faire évoluer les choses, on est dans une situation où, dans de nombreux pays, on a une certaine faiblesse de l'État pour faire respecter des standards minimaux en termes environnementaux, en termes sociaux. Et il ne fait pas de doute qu'il y a une certaine efficacité du fait que les entreprises, les donneurs d'ordre, les maisons mères soient à travers leur plan de vigilance, à l'origine d'une certaine pression pour tous ces fournisseurs, ces sous-traitants, à respecter ces standards-là et aussi à s'éloigner de processus de corruption. Donc, on le voit d'un très bon œil. Cette évolution, il faut la voir parallèlement à celle d'une évolution d'un commerce international qui se veut plus regardant en termes de respect de ces standards et à la possibilité également de certaines conditionnalités dans le respect par les exportateurs de ces standards. Donc, tout le monde est gagnant à avoir comme entreprises de maisons de mer des fournisseurs qui respectent ces standards. Évidemment, dans un monde idéal, on devrait aussi avoir des États qui soient réellement en capacité de faire respecter ces standards. Et pour la France, ce qui est positif, c'est qu'on est vraiment vers une extension de ce régime avec la directive de l'Union européenne qui va certainement être votée courant de 2022, du moins on l'espère, sur ce devoir de vigilance, mais aussi c'est un modèle qui est en train d'être utilisé. Il est très probable que l'année prochaine également, le Pérou soit le premier pays d'Amérique latine à avoir une loi sur le devoir de vigilance. Et sans doute que ça va faire des petits dans différents pays de ce continent et d'autres. Merci, Rimena. François, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, Rimena en a très bien parlé. Ce qui est important pour nous dans ces différents pays, dans tous les pays, et donc aussi dans les pays africains qui sont évoqués, c'est qu'il puisse y avoir toujours un espace pour la société civile. C'est-à-dire que ce sont des pays dont la vie politique est souvent très troublée. Et ce qui est important, c'est qu'il y ait toujours une possibilité d'expression de la société civile. Sans expression de la société civile,
eh bien, voilà, tout est permis et surtout le pire. Merci François. On a très rapidement 2 petites questions, comme ça on aura répondu à tout. J'en ai une de Jean Hermely Rosamour qui aimerait bien qu'on revienne sur la responsabilité des pays très bien classés à l'indice de perception de la corruption et qui malgré tout sont impliqués dans des affaires de type blanchiment, de fonds illicites, etc., et qui entretiennent la corruption dans des pays qui, eux, pour le coup, sont beaucoup moins bien classés. C'est formulé précisément pourquoi certains pays qui accusent un bon indice mettent des fonds à la disposition des pays corrompus. Oui, moi, ce que je comprends, c'est que ce n'est pas tant que ça le problème du blanchiment, parce que le blanchiment, c'est un peu l'inverse. Ce sont des gens corrompus dans ces pays qui placent leurs fonds par le système financier international et celui des pays du Nord, ce qui pose un problème énorme. Et là, c'est un petit peu autre chose. C'est en fait les pays, on va dire, du Nord, hein, pour simplifier, qui alors mettent des fonds à disposition. Moi, je comprends beaucoup qui sont en relation d'affaires très importante avec des pays qui sont très mal classés, effectivement, sur l'IPC, et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Donc, merci de l'évoquer. C'est un problème que nous avons, c'est-à-dire que, pour dire les choses simplement, quand la France vend des armes à des pays notoirement corrompus, l'Égypte par exemple, ou d'autres pays, eh bien, est-ce que la corruption en Égypte fait la une des journaux? Est-ce qu'on en parle? Est-ce que le gouvernement en parle? Non. Voilà. Et donc, ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un lien plus fort entre la gouvernance, de manière générale, de ces pays et puis le degré de relation d'affaires dans lequel notre pays se trouve et nos entreprises se trouvent. Et c'est aussi un élément de gestion du risque pour la France. Merci François. Et ensuite, une toute dernière question de Claude Maurice, très rapidement, qui nous demande ce que nous pensons de l'indice très détaillé The Trace Bribery Risk Matrix, la Trace Matrix. Je ne sais pas si vous connaissez cet indicateur. Je peux en dire 2 mots aussi. Oui. On est en relation avec Trace depuis la création de ce cabinet de conseil. En fait, c'est une structure qui conseille les entreprises sur toute cette prévention de la corruption. Cela depuis longtemps, hein, depuis le début des années 2000. Et donc, alors, ils ont un indice alors, que je ne connais pas en détail, mais la manière dont je le perçois, c'est que c'est un indice qui est vraiment complètement tourné vers une clientèle d'entreprise, hein, ce qui n'est pas le cas de l'indice de perception de la corruption de Transparency International. Et il va en fait regarder ce qui pose problème aux entreprises localement, c'est-à-dire par exemple le fait qu'on leur demande ou non des pots de vin, des paiements pour dédouaner leurs marchandises aux aéroports, etc. Donc, c'est un indice qui va capturer une partie de ce que nous entendons par la corruption des institutions publiques. Il ne va pas nécessairement capturer, comme nous le faisons, tout ce qui est eh bien, la mainmise sur l'État par un petit groupe d'individus, les problèmes de financement de campagnes électorales, etc. Donc, tout cet aspect de corruption qui concerne d'ailleurs en particulier des pays un petit peu autoritaires ou des pays qui répriment la société civile, eh bien, il faudrait voir de plus près comment ils sont pris en compte en fait par le Trace Bribery Risk Matrix. Ma perception, c'est que c'est vraiment destiné à une clientèle d'entreprises sur ce qui concerne le plus concrètement les entreprises sur place et qui est une partie de ce qui va affecter la population et la société civile dans ces pays. Je pense, Benjamin, si tu en es d'accord, qu'il est temps de clôturer cette session presque dans les délais. Je voudrais remercier nos intervenants, Jimena, François, pour leurs interventions et leur participation. Merci à tous les participants aussi pour l'intérêt toujours plus important manifesté pour nos travaux. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin d'informations complémentaires. Nous sommes à votre disposition. Et puis, nous vous disons à bientôt pour d'autres événements. Et nous vous souhaitons une excellente journée. Merci. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.